Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invitée politique ce matin est Valérie Tabar, conseillère régionale écologiste et autonomiste, conseillère régionale de Bretagne, je le précise, écologiste et autonomiste, membre du groupe Braise-Aglaise. Elle est également conseillère municipale de Laurenant. Voilà, pour être complet dans les titres. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler de politique ce matin, Valérie Tabar, de politique nationale, mais aussi de politique régionale, alors que dans quelques jours s'ouvre la nouvelle session de conseil. Demain d'ailleurs, je dis dans quelques jours, demain pour être précis. Voilà. Oui, il sera question de beaucoup de choses. On va y revenir. J'avais envie de vous entendre aussi sur la politique nationale. On a un nouveau gouvernement avec une motion de censure qui plane. Ce soir, on en saura un petit peu plus à 17h, avec quand même peu de chances que cette motion de censure aboutisse. Ça a été un long processus pour avoir un gouvernement, pour poser une ligne directrice. J'avais envie de vous entendre sur l'écologie ce matin, sur la social-écologie aussi. C'est important parce que voilà, on a l'impression qu'on parle beaucoup d'environnement, mais j'allais presque dire l'écologie dans tout ça. Elle est plutôt absente. On voit bien qu'il y avait un secrétariat de la planification écologique, il est complètement absent, secrétariat général complètement absent. Moi, je pense que la période aujourd'hui, et je crois que c'est assez partagé, elle est assez triste, elle suscite de la colère, puisque quand même ce gouvernement est composé des partis politiques qui ont perdu les législatives, que ce soit les macronistes et puis la droite, et donc ça, on peut le payer très cher de nouveau dans les urnes, et à la fois ce que ça suscite chez moi, c'est un sens aussi de la responsabilité, c'est-à-dire que de continuer pour la gauche à proposer un projet crédible, susceptible d'emporter l'adhésion et de gagner. Mais vous voyez, ça suffit pas de gagner. Alors bon, on n'avait pas non plus gagné les législatives, on était arrivé en première position et on était légitime, avec le nouveau Front Populaire, légitime à gouverner et à chercher, puisqu'en effet, il n'y avait pas de majorité absolue, à chercher des convergences, à chercher texte par texte, un accord sur des lois. Donc vraiment, oui, il y a vraiment des errements d'un président de la République et de son clan depuis longtemps, une rupture avec les Français et les Françaises, et un spectacle assez désolant aujourd'hui. Une rupture qui s'est traduite également par une montée assez importante du Rassemblement national, y compris ici chez nous en Bretagne, phénomène qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Bien sûr, un rassemblement national qui s'organise, qui est maintenant présent dans les territoires. On l'a vu à Callac, mais je me suis rappelé aussi dernièrement du projet qu'il y avait eu dans le Mené d'accueil aussi, et qui avait fait l'objet d'une réunion très houleuse où on avait vu des personnes, alors comme à Callac, des personnes qui sont extérieures, qui arrivent, qui martèlent le slogan on est chez nous, mais il faut dire que voilà, on a parfois parlé de la lepénisation des esprits, c'est que du coup ça gangrène, ça influence un repli sur soi, un esprit de repli sur soi, de se recroqueviller, de penser que les difficultés de sa vie quotidienne, de son logement, de la difficulté dans nos territoires, de l'accès aux soins, les fermetures de classes, tout ça viendrait des étrangers, ou parce que les étrangers se serviraient avant les Françaises installés sur place. Donc là vraiment, et on voit bien, moi ce qui est inquiétant, c'est ça, c'est qu'on a un programme de droite, un Michel Barnier qui dit nous allons demander une contribution aux riches de manière exceptionnelle, il prend toutes ses précautions, alors qu'aujourd'hui on a des écarts de richesse de plus en plus importants, que la richesse elle vient de la rente du patrimoine et non pas du fruit de son travail, et que là
là, il y a vraiment un problème. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de résoudre. Et en tout cas, il y a une très, 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 très forte attente sur la façon dont les services publics irriguent de nouveau nos territoires pour que les gens, pour que ça facilite la vie quotidienne. J'insiste, je mets l'accent sur les services publics plus que toujours l'augmentation du pouvoir d'achat. Alors oui, il faut un rééquilibrage, il faut moins d'écart, vraiment drastique de richesse entre les personnes, donc plus de possibilités en effet pour des gens qui ont du mal à finir la fin du mois. C'est aussi le prix des loyers, mais c'est aussi être doté de services publics pour bien vivre sur nos territoires. Alors justement, les services publics qui vont être amputés d'un certain nombre de fonctionnaires. Le chiffre de 100 000 a circulé. Alors voilà, on en saura sans doute un petit peu plus dans les temps qui viennent. C'est cela aussi que réclament les Françaises et Français, les Bretons et particulièrement en Bretagne centrale. Des défis à relever en termes de mobilité, par exemple les lignes de chemin de fer qui sont fermées. Pourquoi on ne les remet pas en service? Voilà, ce sont des questions que les auditeurs nous envoient ici, par exemple à Bretagne 5. Pourquoi la poste ferme? Pourquoi on n'a plus d'épicerie dans le village? Ce sont des choses concrètes et vous pensez que le gouvernement actuel passe à côté de cette réflexion? Écoutez, on va voir, mais je ne pense pas en effet que ce soit dans l'ADN aujourd'hui, dans le logiciel des personnes qui sont au gouvernement, de justement pouvoir se dire comment on finance, donc quelles sont les ressources, donc comment on a vraiment le courage, mais parce qu'on pense qu'il est nécessaire de rééquilibrer les richesses pour pouvoir redonner à l'ensemble. Vous savez, on dit que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est le patrimoine public de ceux qui n'ont pas un patrimoine privé. Donc, vos auditeurs, voilà, je comprends. Enfin, on vit sur les mêmes territoires. Hein, on est traversé par les mêmes questions. On raison de poser les questions du commerce, de la poste, de la santé et puis des mobilités sur les territoires. D'ailleurs, lors de la session, on débattra d'une feuille de route sur la mobilité. C'est mon collègue Gaël Briand de l'UDB qui interviendra. Mais évidemment, nous, on parle de toutes les lignes fines, de ne pas être obsédé, et ça a été le cas dans les années passées, y compris par les responsables régionaux dans les dernières décennies. C'est le fait de penser que voilà, il fallait réduire la fracture avec Paris, donc de faire que ce soit de plus en plus rapide, alors que ce qui est important, c'est la façon dont les mobilités, dont les lignes fines irriguent le territoire. Donc nous, très clairement, on demande, par exemple, à ce qui est la ligne transverse, enfin la ligne Saint-Brieuc, Aurel-Orient, qui soit de nouveau remise à jour. Ce serait vraiment différent. Puis après, avec des bus et d'autres lignes de chemin de fer qui soient là, qui soient densifiées. Et d'ailleurs là, dans ce cas présent, c'est assez dingue la façon dont l'État, encore une fois, dans des domaines, alors qu'il fait la leçon aux collectivités, il fait la leçon aux collectivités sur sa mauvaise gestion des collectivités, alors que contrairement à l'État, une collectivité ne peut pas voter, je le sais, j'ai été maire, ne peut pas voter un budget qui ne serait pas en équilibre. Et donc, dans bien des domaines, l'État n'assume pas sa responsabilité, comme pour les lignes de chemin de fer. Et la région Bretagne, et là pour le coup la majorité vraiment de Loïc Chenet-Gérard est au rendez-vous, est présente, mais au-delà de ces compétences, parce que l'État ne joue pas le jeu pour aller financer des lignes de chemin de fer, des rames, etc. Alors justement, au-delà de ces compétences, on demande de plus en plus de compétences aux collectivités locales. Ça va de la mairie en tout cas aux communautés d'agglomération, je vais y arriver, mais également au département ou encore à la région. Et vous le soulignez, le gouvernement précédent, en tout cas, a quand même pointé du doigt les collectivités qui doivent faire toujours plus avec moins. Comment ça se présente aujourd'hui un budget à la région Bretagne? Est-ce qu'il y a des inquiétudes sur l'équilibre du budget? Est-ce qu'il y a des inquiétudes sur
Comment faire mieux avec moins? Ah oui, il y a de vraies inquiétudes. C'est-à-dire que les années ont passé et les régions ont perdu, comme les autres collectivités locales, ont perdu de plus en plus une autonomie fiscale. Aujourd'hui, la seule fiscalité pour la région, elle est liée en fait aux véhicules thermiques, donc une fiscalité liée aux cartes grises. Et donc, forcément, ça n'encourage pas la transition écologique. Et comme bien sûr les véhicules thermiques doivent absolument baisser puisqu'elles sont émettrices de gaz à effet de serre, forcément ces recettes-là et c'est heureux, vont devoir et baissent déjà. Mais du coup, il n'y a pas d'autre autonomie fiscale. Et très clairement. Et d'ailleurs, je suis dans un groupe d'opposition, mais dans une opposition constructive. Mais le vice-président aux finances de la région le dit très clairement. Il l'a dit lors du congrès des régions de France l'an dernier. C'est qu'il faut vraiment là renverser la table sur les finances locales. Il faut réviser complètement. Donc, mon groupe Braise-Aglaise, qui est donc composé de 4 collègues de l'UDB et 2 collègues Ensemble sur nos territoires. Moi, je suis Ensemble sur nos territoires avec ma collègue nantaise Azilis Gouez. On avait été à l'initiative d'un vœu sur l'autonomie. Ça a donné lieu à un travail transpartisan. Il y a un rapport qui avait été remis d'ailleurs au congrès des régions à Saint-Malo, à Elisabeth Borne. Et dans ce rapport, donc on demande à accéder à une autonomie qui demandera une progressivité pour la Bretagne, mais à accéder à une autonomie. Et en tout cas, il y a ce sujet des finances locales pour avoir une capacité financière à mener ses propres politiques, des politiques singulières et pour pouvoir être efficace. Mais en tout cas, oui, là, c'est très inquiétant, c'est préoccupant. On va aborder les orientations budgétaires lors de la session des 3 jours qui débutent demain. Et on est dans un budget de plus en plus contraint. Et donc c'est très préoccupant. Donc il y a besoin d'une réflexion de fond, dans un dialogue exigeant, dans une relation de confiance entre l'État et les collectivités locales. Et l'État, qui nous fait la leçon aujourd'hui, a besoin qu'on lui mette sous les yeux un grand nombre de responsabilités qu'il n'assume pas. On peut parler de l'arrêté des maires aussi, du 22, et d'ailleurs ce sera l'objet aussi de la question orale de ma collègue Azilis Gouez qui va justement poser la question au président de la région sur est-ce que tout ce mouvement des maires du 22, il y a quelques maires dans le 29, et puis du coup ça a donné lieu aussi, ça a encouragé des maires de Alpes de Haute-Provence de prendre un arrêté et d'assigner l'État à prendre ses responsabilités en matière de santé, parce que clairement nos concitoyennes sont mises en danger aujourd'hui quand elles sont refoulées de certaines urgences et elles doivent aller à d'autres hôpitaux et des fois parfois font 2 ou 3 hôpitaux avant d'être prises en charge. Enfin, ça craque de partout. Donc il faut affronter les sujets, regarder avec lucidité, et se dire comment on fait. Et en tout cas, il y a des solutions. Et en tout cas, c'est certainement pas en regardant ses souliers et en disant écoutez, on va demander aux riches une petite contribution, une contribution et de manière exceptionnelle. Voilà, faut pérenniser finalement. Et on le voit, la demande souvent, en tout cas nous les journalistes, on est sollicités par, là encore, nos auditrices, nos auditeurs qui en premier lieu placent la santé ici en Bretagne comme sujet d'inquiétude, et le logement. On a vu beaucoup d'actions ces temps derniers, là aussi, ce qui pourrait participer peut-être aussi à un effort en termes d'environnement, puisque souvent les gens sont obligés de prendre des logements très loin, se déplacer en voiture pour pouvoir aller sur leur lieu de travail.
est-ce que là aussi, il y a un dossier, j'allais presque dire fondamental au niveau de la région? Ah oui, tout à fait. Alors ça, c'est aussi un sujet voilà, qu'on a porté haut et fort, le groupe Brézaglaise. Alors l'UDB avait travaillé aussi pas mal cette question. La majorité régionale de l'électionnaire Girard a aussi établi une feuille de route à laquelle nous avons contribué. Il y a une crise du logement en Bretagne. Il y a une crise du logement. Et donc, on voit bien que là, il y a le sujet des résidences secondaires et le sujet des locations touristiques. C'est-à-dire on voit des maires qui commencent à être très en colère, à prendre des arrêtés en disant voilà, nous on veut plus de meublés touristiques, on veut que nos administrés puissent se loger là où ils travaillent, là où ils vivent. Oui, c'est-à-dire la ville de Saint-Malo, en premier lieu, avait mis en place des quotas et puis une demande d'autorisation pour des propriétaires qui mettent en place des locations Airbnb pour que, à un moment donné, il y ait des quotas par quartier pour que, voilà, ce soit régulé. Alors, c'est pas d'empêcher, mais c'est de réguler cet accueil touristique parce que c'est quand même pas normal, c'est pas possible, c'est immoral que des gens, des actifs, des personnes ne peuvent pas se loger, tandis que des personnes peuvent se loger des fois 2-3 fois avec des résidences secondaires, ou alors voilà, on ouvre très 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 largement. Il s'agit de continuer l'accueil touristique, mais il s'agit de le réguler finalement. De réguler. Donc oui, donc on voit bien qu'il y a une vraie crise du logement, mais quand il y a des communes qui affichent sur les littorales bretons quand même 50, 60, 70, 90% de résidences secondaires. Il y a de quoi se poser des questions. Et les locations touristiques, en effet, là c'est vraiment l'intérêt de quelques-uns qui se font une rente, et puis aujourd'hui il y a des promoteurs immobiliers qui s'en saisissent, et là c'est oui, bien sûr, il faut réguler. Et donc là aussi, il faut pouvoir le dire. Et moi, je ne crois pas que ce gouvernement de droite, avec des macronistes, va changer la donne, parce que c'est pas dans leur logiciel. D'ailleurs, dans les parlementaires, il y a beaucoup de propriétaires. Donc, c'est pas forcément dans leur intérêt. Et on voit une attitude assez timorée sur le fait de vraiment mettre en place une fiscalité désavantageuse pour les locations touristiques de courte durée, ce qu'il faut faire. Et on voit qu'en plus, la crise du logement, non seulement elle est dans le littoral, mais elle est en rétro-littoral, elle est aujourd'hui. Et il faut quand même le dire aussi, parce que quand on parle du pouvoir, enfin, quand je dis, moi, je mets pas toujours en avant que le pouvoir d'achat, l'augmentation du pouvoir d'achat, parce que il s'agit d'une répartition avant tout, donc donner, oui, plus à ceux qui ont moins, mais surtout c'est doté de services publics, mais il faut aussi pouvoir se dire qu'est-ce qui pèse dans nos budgets. Et c'est vrai que le logement, aujourd'hui, pèse énormément, et donc forcément réduit les marges de manœuvre sur d'autres dépenses essentielles, s'alimenter, se soigner, s'éduquer, etc. Avec aussi un budget qui est grévé par l'augmentation de l'électricité. Alors on en parle beaucoup en ce moment parce que il va y avoir une augmentation de 10% qu'il ne devrait pas. Alors on verra comment le savant calcul est posé, mais ne devrait pas affecter la facture des personnes qui sont avec un système régulé. En fait, là encore, l'énergie pèse beaucoup dans le portefeuille des Bretons, des Bretonnes. Est-ce que là aussi, il y aura un chantier un jour autour de l'énergie, autour de l'accès à l'énergie des Bretons? Est-ce que ça peut être porté, par exemple, par la région, même si on sait que l'énergie, c'est quand même plutôt régalien? Oui, c'est régalien, mais enfin, justement, on l'aborde aussi en session. La région, la collectivité régionale, elle a une compétence, sa première compétence, c'est l'aménagement du territoire, et elle est région stratège, quoi. Elle élabore des feuilles de route stratégiques, et notamment autour de son schéma régional d'aménagement du développement durable, qui est un document d'orientation et de planification dont se dote chaque région, le SRADET. Le fameux SRADET. Le fameux SRADET, voilà. Et donc, là, d'ailleurs, lors de la session, va être discutée une modification du SRADET, et d'ailleurs avec un volet énergétique qui va plutôt être une adaptation de la réglementation nationale. Mais en Bretagne, oui. Alors,
bien sûr, nous, on souhaite beaucoup plus. On souhaite une autonomie des régions. Alors, encore une fois, l'autonomie, ça ne veut pas dire l'indépendance. L'autonomie, ça ne veut pas dire le repli sur soi. L'autonomie, c'est dans un cadre fédéraliste, ce qui est vécu en Allemagne, en Espagne, alors que nous, en France, on est dans un pays très centralisateur, jacobin. Est-ce que justement les Français, les Bretons sont prêts pour le fédéralisme? Je crois que c'est pas dans la grammaire des Français et Françaises, et parfois aussi majoritairement des Bretons et des Bretonnes, alors que je pense qu'il y a un ressort chez eux, ça ne demande qu'à se dévoiler. Mais c'est pas dans la grammaire, l'autonomie. Moi, j'ai pu le vérifier, c'est-à-dire que quand j'ai dit que j'étais dans un groupe écologiste, autonomiste, j'ai vu des yeux dans mon entourage parfois s'écarquiller. Ouais, c'est-à-dire que tout de suite, on pense à l'indépendantisme, on pense au terrorisme. Enfin, c'est quand même voilà. C'est parce que on est tellement dans un pays marqué par le jacobinisme, le centralisme, que c'est pas dans notre grammaire. Alors que l'autonomie, c'est quoi ? C'est la démocratie, c'est le partage des pouvoirs. C'est tout simplement la démocratie. Et on est dans une époque où il faut mettre la démocratie à tous les étages. C'est-à-dire que là, il va falloir qu'on fasse un saut de maturation démocratique, politique. C'est-à-dire qu'on voit bien à l'Assemblée nationale, il y a 3 blocs qui s'affrontent, on n'y arrive pas. Donc il faut vraiment apprendre à acquérir une capacité de dialogue très forte, de dialogue et de construction des compromis et des alliances. Et donc, pour cela, il faut faire vivre la démocratie à tous les étages. On ne peut pas avoir une maturité des citoyens qui ne seraient convoqués, surtout où l'élection majeure, c'est l'élection présidentielle. On ne peut pas avoir cette maturité s'il n'y a pas des expériences démocratiques et même au travail. Et j'en parlerai d'ailleurs à la session lors d'une de mes interventions. Au travail, sur les territoires, mais sur les territoires avec des moyens qui sont donnés. Et il y a juste à regarder dans les autres pays. Donc l'autonomie, c'est dans le cadre fédéraliste, et ça s'accompagne bien sûr de la solidarité et de la coopération avec les autres régions. Il ne s'agit pas de se replier. Et pour finir sur l'énergie, parce que je n'ai pas terminé, juste vous dire que oui, la région, elle a un rôle stratège, et moi je participe à un groupe donc de la région, c'est au sein de la région, mais à un moment donné on rendra compte des travaux qui seront débattus en session, un groupe projet de transition énergétique. Donc parce que dans le nouveau SRADET, là, on modifie le SRADET. À un moment donné, on révisera le SRADET. Excusez-moi, c'est un petit peu technocratique, mais ceux qui sont dans les collectifs savent, c'est comme un PLU ou un PLUI. On a des documents comme ça des collectivités qui donnent des orientations. Plan d'occupation des sols, je le dis pour les... Alors, c'était plan d'occupation des sols, et maintenant c'est plan local d'urbanisme. Intercommunal ou communal. C'est ce qui a été remplacé le POS, en effet, le plan d'occupation des sols. Au niveau régional, c'est le SRADET. C'est important, c'est pas que technocratique, ça donne des orientations, les planifications. Donc des fois on les modifie pour des petites modifications, des choses plus mineures, et puis des fois on les révise. Donc il y aura une révision, et à un moment donné, dans la révision, il y aura un schéma que la région donnera quand même. C'est articulé bien sûr au plan national, à des plans, à des schémas nationaux, mais quand même donnera des orientations sur la part qu'elle voit. Et donc il y a des sujets. Il y a des sujets, le biogaz, par exemple, la méthanisation agricole. Il y a des sujets, l'hydrogène, est-ce qu'on développe ça ? En tout cas, la Bretagne, elle est très dépendante en termes de production d'électricité. Donc, il y a vraiment un enjeu à la sobriété, à l'efficacité et à la production d'énergie renouvelable. Et on a des atouts avec, et c'est pour ça que nous, on a été favorable à l'éolien offshore en mer, parce que là, pour le coup, il y a les forces marines, les forces du vent, et nous, avec notre façade maritime, la Bretagne est très outillée pour ça. Vous parliez de la démocratie tout à l'heure, Valérie Tabar. Elle est en danger aujourd'hui, la démocratie ? En tout cas, elle est toujours à remettre sur le métier de toute façon. Oui, je pense qu'il y a des sujets d'inquiétude, la brutalisation du débat. J'allais vous parler de la brutalisation, effectivement, de la vie politique aujourd'hui, on le voit, et du débat. Oui, c'est vrai que moi je suis en distance avec les postures que peuvent prendre, et les postures et certaines positions que peuvent prendre Jean-Luc Mélenchon ou des responsables et des membres de LFI. C'est pas tout LFI, et j'ai trouvé important que la gauche, à un moment donné, ait ce sens de la responsabilité de se rassembler
pour faire barrage au RN, et parce qu'il y a une gauche qui peut porter un projet vraiment de transformation sociale et écologique, parce qu'il y a des urgences. Mais c'est vrai que pour moi, et on en a discuté à Beaucouzé lors d'un rassemblement, enfin d'une journée qu'on a organisée ensemble sur nos territoires, qui a réuni plus de 600 personnes près d'Angers sur la sociale écologie, donc où voilà, on a réuni Yannick Janot, Johanna Roland, la maire de Nantes, Raphaël Glucksmann, donc autour de Ronan Dantec pour ensemble sur nos territoires, Grégory Blanc, Azélie Ouest qui est intervenu aussi, enfin etc. Et donc, voilà, l'enjeu aujourd'hui, c'est la révolution écologique, c'est évident. Sinon, il n'y a plus de vie sur Terre. En tout cas, si, il y a de la vie sur Terre, mais pas pour l'espèce humaine. Si, la vie va continuer. Alors, la biodiversité s'est effondrée, mais il y aura une vie, mais c'est surtout, il y a un effondrement, il y a des menaces sur beaucoup d'espèces, mais la nôtre aussi. Voilà. Donc, révolution écologique, justice sociale, mais la démocratie. La démocratie, c'est hyper important. Donc, ça veut dire que dans nos organisations, on doit être, et dans nos organisations, dans nos collectivités, on doit être hyper exigeant sur la pratique démocratique. Et la pratique démocratique, ça demande un travail de fond. Donc, moi, c'est ce que je fais avec mes collègues d'ensemble sur nos territoires et que je partage avec mes collègues du DB au sein du groupe Rézaglaise et qu'on partage avec un certain nombre de collègues au sein du conseil régional. Alors, c'est loin, vous voyez, des tweets, des réseaux sociaux. C'est pas assez médiatisé. Il n'y a pas assez de scène médiatique au débat régional, et pourtant c'est de faire un travail de fond, c'est de vraiment de s'emparer des sujets, de s'acculturer et d'avoir un travail d'analyse et de proposition. Et en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je veux vraiment le dire avant la fin, c'est que je l'avais dit à cette antenne il y a quelques mois, on organise une deuxième rencontre sur l'avenir de l'agriculture bretonne, et on le fait à Loudéac le 30 novembre. J'invite les auditeurs et auditrices à venir, parce que c'est Ensemble sur nos territoires qui organise ça, et donc je co-anime cette journée plus particulièrement avec Azélie Ouest. La première journée avait eu lieu à Morlaix, et on montre ça. On montre cette capacité à dire le cap très exigeant de la transformation écologique, mais qui embarque les gens. Donc le cap de l'écologie ou de la transformation écologique et agroécologique en agriculture n'est pas négociable. Le chemin, il l'est. Et le chemin, il est fait justement de démocratie. Il est fait de respect des interlocuteurs. Pas de stigmatisation, pas de clivage. On ne rajoute pas au clivage qui existe déjà. On discute avec tout le monde, même des gens qui sont opposés. C'est ça la démocratie. Et c'est ça. Et c'est comme ça qu'on est, où c'est riche. Et on construit un chemin, on construit des étapes, on se met d'accord sur un certain nombre de points, et on avance. Et c'est là-dessus que l'on va devoir conclure. Il y avait encore beaucoup de choses à dire. Il y a aussi de grandes recompositions. On l'a vu au sein de l'Assemblée régionale, dans les différents groupes. Voilà. Alors en un mot, cette recomposition. Voilà, c'est vrai que le contexte actuel avec la montée du RN nous a amené à nous dire qu'il va falloir quand même qu'on discute avec la majorité régionale, parce que Loïc Chéné-Gérard n'est pas notre adversaire politique, et qu'à un moment donné, la gauche, elle doit se rassembler, chercher à converger. Donc, on a eu des discussions pendant l'été. Clairement, la question nous a été posée par Loïc Chéné-Gérard d'entrer dans sa majorité. Nous avons répondu non, puisque le calendrier ne permettait pas un dialogue suffisamment approfondi, parce qu'il fallait répondre pour septembre, entre juillet et septembre. Mais on ouvre une séquence de discussions politiques. En tout cas, c'est ce qu'il y a. Voilà, on va voir ce que ça va donner, mais c'est sur ça qu'on a conclu. Et parce qu'il y a encore des écarts qui tendent à se réduire, mais il y a encore des écarts sur nous. Vraiment soutenir des activités qui participent à la transformation systémique, la révolution écologique, être offensive sur le sujet de l'autonomie,
Et 3, on voulait avoir des garanties d'une gouvernance pluraliste et d'une capacité à nous exprimer et à exprimer des différences. Voilà, la porte reste ouverte, on l'aura compris. Merci infiniment Valérie Tabar, conseillère régionale de Bretagne, écologiste et autonomiste, membre du groupe Braise-Aglaise, et j'ai ajouté évidemment l'échelle locale puisque vous êtes conseillère municipale de Loronan. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, très belle journée. Merci, ça passe toujours très vite. Et vous reviendrez évidemment. Au revoir, merci beaucoup. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.